Bonsoir à toutes et tous. Nous vous remercions d'être présents ce soir pour cette rencontre qui annonce la première de la Valkyrie qui aura lieu demain soir à l'Opéra Bastille. Et nous sommes très heureux de recevoir pour échanger sur l'œuvre et la production Tamara Wilson, interprète de Brunhilde, et Stanislas de Barbeyrac, interprète de Siegmund. Donc, nous vous remercions très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et je précise que nous sommes ce soir également accompagnés de Valentine Vassac qui va assurer la traduction en direct des questions et réponses avec Tamara. Alors pour commencer, une question qui s'adresse à tous les deux. Je voudrais savoir quelle a été votre porte d'entrée dans l'univers wagnérien. Comment avez-vous découvert et par quelle œuvre, peut-être en tant qu'artiste, vous êtes emparé de ce monde musical et théâtral? Ladies first. Je suis désolée parce que quand je parle en français, je ne suis pas intelligent. Et aussi en anglais, ce n'est pas intelligent. Mais je pouvais. OK. My first Wagner was a long time ago. It was his premier opéra, his first opera, Die Feen, The Fairies, Le Fée. Le Fée. Oui. Et it's very different. It's more Weber. And then my first staged performance was Tristan and Isolde. So, a grande différence. And I did that in Santa Fe. And then this summer, I also sang Die Walküre for the first time in Santa Fe. So this is we did a concert together, a tour, last season, and then the summer, and then this. So, but this will be my first whole ring. Désolée, c'est trop. Alors, mon premier contact avec l'œuvre de Wagner, c'était son premier opéra, Les Fées. Donc, c'était quelque chose de complètement différent. Mais la première version qui a été mise en scène, c'était Tristan et Iseult. Donc là encore, une œuvre vraiment différente. Et ça a eu lieu à Santa Fe. Et ensuite, je suis passée à la Valkyrie à travers le travail sur un concert, une tournée. Donc c'est la première fois que je vais interpréter tout l'opéra issu du cycle. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai eu un contact un peu étrange, voire rigolo avec Wagner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu à moi en disant « Tiens, j'aimerais bien vous proposer une séance de travail pour la Valkyrie de Siegmund avec un chef. » Parce qu'il m'avait entendu faire mon premier Freischütz à Londres. J'étais en train de changer de répertoire. Effectivement, j'abandonnais un petit peu Mozart, que je chantais beaucoup à l'époque, et je commençais à mettre un petit peu un pied dans des rôles un peu plus dramatiques, héroïques, avec le Freischütz notamment, avec Fidelio aussi. Et donc une personne d'un théâtre, un directeur de casting, est venu au Barbican Center, où je chantais Freischütz en scène, et m'a proposé une séance de travail en me disant « Tiens, on va faire un nouveau ring dans 3 ans et demi. » Je suis oula, un nouveau ring, c'est-à-dire moi, je vous entends chanter ça, je pense que c'est dans la continuité de votre voix. Je n'y avais vraiment pas trop pensé pour l'instant. Je savais que Wagner était un univers qui m'intéressait beaucoup. Je me sentais un petit peu petit pour le costume, encore. Et finalement, on a fait cette séance de travail. C'était avec Maestro Pappano, au Covent Garden, qui voulait m'entendre là-dedans. Donc à peu près 1 an et demi après cette proposition, j'ai proposé ça à Pappano dans une séance de travail tout à fait agréable, dont je me souviendrai toute ma vie d'ailleurs, parce que c'était un grand moment de partage et de musique. Et ça a commencé comme ça, et finalement ça s'est bien passé, et finalement on m'a dit, eh bien,
à mon avis, Sigmund, c'est pour vous, et on vous le propose pour dans tant d'années. Ok, je relève le défi, et petit à petit, après c'est une construction avec ce qu'on appelle notre team, notre équipe de proches, de profs de chant, pianistes, agents. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment? Le contexte, etc. Parce que mettre un pied là-dedans, c'est pas quelque chose d'anodin. Et voilà, et j'ai eu les possibilités de le faire en concert. Ensuite, on a fait effectivement une tournée avec Nézet-Séguin et Rotterdam Phil ensemble. Donc autant d'occasions de se mettre un peu le rôle dans les pattes, comme on dit, et puis finalement faire une version scénique il y a quelques mois au Covent Garden avec Barikowski et Papano. Voilà comment c'est venu à moi. Alors on va... Vous m'entendez? Oui. Alors on va en venir à vos personnages respectifs, à celui donc, de Brunhilde et de Sigmund. L'œuvre de la Valkyrie, peut-être que certains ne la connaissent pas dans le public, vont, je vous le souhaite, la découvrir donc, sur scène dès demain. Donc l'œuvre s'ouvre sur un motif de tempête qu'on va écouter. On va essayer de ponctuer cette rencontre d'extraits musicaux pour que vous puissiez donc vous familiariser et vous raccrocher à la partition. Donc l'œuvre s'ouvre sur ce motif de tempête. Voilà, donc c'est... C'est le moment où je commence à stresser. Et donc, vous commencez à stresser parce que c'est là que vous faites votre entrée. Est-ce que vous... Voilà. Et donc, ce motif donc, assez noir et aussi fait écho, évidemment, à l'état d'esprit dans lequel se trouve Sigmund lors de son entrée. Donc, est-ce que vous pourriez dépeindre un petit peu ce qui se passe avant de rentrer dans les traits de caractère de ce personnage? C'est un moment tellement génial quand on est interprète d'avoir la chance d'entendre ça et d'avoir le temps de se mettre dans la peau de Sigmund, parce qu'avec cette musique, en fait, tout est déjà là, l'urgence, un peu la folie, les traumatismes, tout est un peu déjà dépeint dans la couleur des timbres, de l'orchestration, etc. Donc moi, ça me nourrit beaucoup. Alors je dis, pour rigoler, ça me stresse parce que je sais que j'ai une longue journée qui arrive là, quand ça commence comme ça, et que j'ai pas beaucoup de temps, et qu'en fait, il faut déjà être dans la course, dans la fuite. Non, c'est un grand moment de stress positif, parce que je dois me nourrir de cette musique pour être tout de suite le personnage qui arrive de nulle part et qui débarque dans cette maison de Hunding. Et là, tout commence. Alors, tout commence pour vous, qui êtes le fils de Wotan. De Wotan et d'une humaine. Et il se trouve que vous avez été séparés, étant plus jeune, de votre sœur jumelle, Sieglinde, qu'il se trouve, vous ne le savez pas encore, mais que vous retrouvez au sein de cette maison. Donc Sigmund et Sieglinde forment cette lignée des Velsungen. Voilà, donc on va entendre le motif associé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce couple incestueux? C'est une question, c'est un contexte particulier là. Ça commence fort. Appelons un chat un chat. Ouais, exactement. Non, ce qui est génial avec ce personnage de Sigmund, justement, c'est dans ce huis clos, c'est la découverte d'essence pour lui. C'est la découverte, finalement, le premier accueil. Le premier moment aussi peut-être chaleureux. Il ne sait pas du tout pour l'instant ce qu'il attend. Et il se dit, tiens, je suis dans un endroit un peu safe. Il y a une jeune femme qui m'apporte à boire.
Alors évidemment, Hunding débarque, il se dit tiens, le thème qui correspond à Hunding, les leitmotifs sont un peu plus sévères, un peu plus noirs, et donc il y a une crainte évidemment, mais la découverte, on va dire, émotionnelle et sensuelle avec Sieglinde est formidable, et tout naît d'un environnement hostile aussi. Donc ça nourrit beaucoup les couleurs vocales de Sigmund également. Et puis tout ce qui va s'installer, tous les traumatismes qui reviennent, parce que évidemment l'image, cette forme de gémellité et de reflet qu'il constate avec Sieglinde lui rappelle une enfance. On lui pose des questions, on lui demande de raconter qui il est, d'où il vient, il ne sait pas. Ça lui revient, donc il y a beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, moi, en tant qu'interprète, en tout cas, quand j'ai découvert la partition, le sens de cette quête était de trouver un répertoire, un peu une palette, pour trouver des atmosphères et surtout trouver des couleurs avec le sens du texte. C'est très dense. Est-ce que vous diriez que la tristesse, peut-être, est un des sentiments qui le domine ? Tristesse, mais plutôt mélancolie, je dirais aussi. Parce que je ne suis pas sûr que Sigmund soit quelqu'un qui ait totalement la capacité de comprendre les sentiments qu'il traverse, que quelqu'un de sauvage, quand même, qui vient de vivre une épopée un peu terrible à travers les bois. Donc on peut imaginer qu'il s'est blessé, on peut imaginer plein de choses. Donc il y a aussi un travail imaginaire sur les sensations corporelles qui est intéressant. Et une tristesse plutôt mélancolique parce que les souvenirs qui lui reviennent sont pas géniaux, ça c'est certain. Tamara, est-ce que vous pourriez nous parler donc de votre personnage qui, lui, n'apparaît que plus tard. Autant Stanislas avec Sigmund est introduit dès le début de l'œuvre. Pour vous découvrir, donc, il nous faut attendre le deuxième acte. Et donc, pourriez-vous nous parler de la personnalité de Brunhilde lorsqu'elle apparaît, elle, fille de Erda et fille également de Wotan. Brunhilde she comes a little later, which is nice. She has an act to relax and worry about the hardest part of her night, which is her very first phrases, because everybody knows Yohotoho. So I have to sing Yohotoho well. And that's terrifying. Her character is, for me, how I interpret her. She's an immortal teenager who knows better than her father. At least she believes she does. And she always fights for what is right and what she believes is good. In our show, it's a wee bit brutal than normal. Sometimes the relationship is a little bit more father-daughter. This one is not good father-daughter. So that's a little different than normal. But I still think she's strong, and she wins her battle in the end. And at the end of the opera, she has literally done everything possible that she can. She doesn't save you. I'm sorry. She tries. But yeah, she's always trying to do the right thing and the good thing.
Alors, contrairement au personnage interprété par Stanislas, mon personnage entre en scène plus tard, ce qui me laisse un petit peu de temps pour me détendre, mais également pour avoir une forme d'appréhension, puisque j'entame la représentation avec une des phrases les plus célèbres de l'opéra, le Ya Allah Taha. Et donc, comme il s'agit d'une phrase extrêmement célèbre, je suis un petit peu attendue sur cette entame et je dois la chanter correctement. La façon dont je vois Brunhild, c'est une adolescente immortelle qui a l'impression de savoir, de connaître la vie mieux que son père. En tout cas, c'est ce qu'elle s'imagine. Et elle a toujours à cœur de se battre pour ce qu'elle voit comme étant la chose juste. Donc, c'est un personnage qui se bat. Néanmoins, la relation entre le père et la fille est un tout petit peu plus brutale dans cette mise en scène que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. C'est pas forcément une relation père-fille très saine, comme vous aurez l'occasion de le voir, mais néanmoins c'est un personnage qui est très fort et qui se bat et qui arrive à arriver à ses fins à la fin. Elle s'efforce de sauver Sigmund, évidemment elle n'y arrive pas, mais en tout cas elle essaye. C'est trop. Pardon. Alors, il y a une bascule, un moment où, évidemment, tout va basculer pour Brunhild, elle qui incarnait la volonté de son père, va remettre ce concept-là donc, en cause. C'est lorsqu'elle se retrouve confrontée à l'amour qui unit les jumeaux. Donc, nous avons le leitmotiv de l'amour. Alors, il s'agit de quelque chose de nouveau pour Brunhild, mais c'est aussi un sentiment nouveau d'un point de vue musical donc au sein du Ring, puisque ce leitmotiv était absent de Rheingold lors du Rhin du premier volet. Donc, est-ce que, Tamara, vous pourriez expliquer ce qui se passe, hein, le levier auquel correspond l'arrivée de ce thème? This theme happens when she's watching her siblings express love and care and kindness. And this is something very foreign to her. She's built to be a heroine, a warrior, a gladiator. She's built for war and battle and feasting at Valhalla and doing all the boy stuff. She's made for that stuff. She's never seen love. She's never experienced love, even from her family, at least not true love. There's manipulative love. There's using love to get what you want, but she's never seen true love, and that's what they have. And so when she's watching this, she knows she has to do what Fricka wants, but she doesn't want to do that because she hates Fricka, because she's her evil stepmother. And she decides in that moment, I think, while you're singing, such beautiful, beautiful sounds, that she wants to save both of you and do the right thing. In our duet, it turns a little, I get a little girl competitive with you.
and I tease you about Sieglinde and everything, but I'm still trying to convince you to kill Hunding, which is my job. But I don't want that. And then when I see you fighting for her, even after I entice you with drinking in Valhalla and having all of these women and all of everything you could ever want in heaven, and you say, I don't want that. And she goes, no one's ever said no to me before. So that changes her and her view of you as someone who is much more truthful in how you express your love. And that's why at the very end of the duet, I go, I see you and I feel how you love for her, so I'm gonna fight for you. Don't worry, my dad's a horrible person and we'll do this, is basically the turning point. Alors, mon personnage voit donc le frère et la sœur exprimer de l'amour, se soucier de l'un de l'autre, avoir une grande douceur. Et c'est quelque chose qu'elle n'a absolument pas l'habitude de voir, quelque chose qui lui est pleinement étranger. Elle a été élevée pour être une héroïne, une gladiatrice, une guerrière. Et en fait, faire des activités de jeune homme, de garçon au Valhalla. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce point-là, elle n'a jamais vu d'amour véritable, même au sein de sa famille, qui peut montrer une forme d'amour un petit peu qui relève de la manipulation. Et lorsqu'elle voit le frère et la sœur, c'est complètement nouveau pour elle. Et elle sait qu'elle est censée faire ce que Fricka attend d'elle. Fricka qui incarne un petit peu cette figure de la marâtre, mais elle refuse de le faire puisqu'elle ne supporte pas Fricka. Et donc, lorsqu'elle voit Stanislas chanter, c'est là que naît cette envie de les sauver, de sauver le frère et la sœur. Et même si au cours du duo, il y a quand même cette dimension de compétition, puisqu'elle essaye un petit peu de séduire Sigmund avec de l'alcool, la promesse du Valhalla où il y aura énormément de femmes. Elle a une impression très positive du frère et de la sœur, et elle est convaincue qu'il faut qu'elle tue Hunding. Et donc, c'est en les voyant qu'elle change complètement de point de vue, puisqu'elle voit dans Sigmund quelque chose de très sincère, une forme d'amour sincère, et c'est là que naît la volonté de se battre pour ces personnages. Et de s'opposer à son père, qui est un personnage terrible. Alors, je voudrais rebondir justement sur le père qui est absent, mais qui, malgré tout, est très présent. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Sigmund à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, et en suivant dans son rapport à Wotan? En tout cas, ici, dans cette production, il y a juste un moment où l'apparition de Wotan est réelle pour Sigmund. Et ça le reconnecte à la réalité des choses. C'est assez fort. Parce que normalement, en fait, dans la partition, Sigmund et Wotan ne se croisent qu'à un instant. Un peu fatidique, d'ailleurs. Mais là, il y a en préambule, avant notre duo, un moment, un regard, une présence. Et en même temps, j'aime bien ce moment parce que ça correspond aussi à la psychologie de Sigmund, où la figure du père est un peu brumeuse, même s'il sent la puissance forte du lien et de la mission. Et voilà. Mais je crois que ce n'est pas sa préoccupation première à Sigmund. La préoccupation première de Sigmund est de vivre pleinement cet instant sensuel et beau et sincère avec Sieglinde aussi, ne pas se laisser convaincre par madame et navré,
beaucoup de talent, mais et de vivre pleinement ce moment d'une intensité folle pour lui. Il n'a jamais eu ça, vécu ça, senti ça. Voilà. Alors, il y a un personnage que Tamara, vous avez mentionné, qui est donc cette marâtre, Frika. Il faut dire qu'elle constitue donc l'un des 3 grands personnages féminins de l'œuvre, la Valkyrie étant ponctuée donc par la présence de 3 grandes figures féminines. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, à travers ces 3 femmes ? Qu'est-ce que, d'un point de vue à la fois théâtral, mais peut-être aussi, disons, plus philosophique, qu'est-ce que la présence de ces 3 femmes indique dans la Valkyrie ? In this production, in this opera specifically, you have Frika, Brunhilde, and Sieglinde. You have Frika, who is Wotan's wife, current wife, and she is all about the sanctity of marriage. Brunhilde is the doting daughter who does anything the father wants. The Sieglinde figure is a woman who has had a truly horrible life and still keeps going despite her father. And then you have the Vala, you have Erda in the other operas, who Brunhilde, that's her mother. And she is an all-seeing goddess, sees the future, knows everything. So I feel like Brunhilde has a little bit of that in her, which is also why she wants to keep your baby, because she's like, oh, my future boyfriend. But yes, these women are either in the way of Wotan, helping Wotan, or being destroyed by Wotan. So we are more not catalysts, but a reaction to not only the curse of the ring, but the actions of the men in the show. I think that's it. Yeah. Donc il s'agit d'un opéra qui s'articule autour de 3 grandes figures féminines, Frika, Brunhild et Sieglinde. Donc Frika, tout d'abord, c'est la femme de Wotan, enfin en tout cas sa femme actuelle, pour qui le mariage est vraiment une institution sacrée. Brunhild, quant à elle, est plutôt la fille qui est soumise à son père et qui, au début du moins, fait tout ce que son père souhaite. Et Sieglinde, c'est vraiment une femme qui a eu une vie terrible et qui doit malgré tout poursuivre sa vie en dépit de son père. Et dans d'autres opéras, il y a également la figure de Erda, qui est la mère de Brunhild, et qui est cette figure de la déesse omnisciente, omnipotente, etc. Et selon moi, Brunhild a un petit peu de cet aspect omniscient, omnipotent en elle. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle elle veut garder l'enfant de Sigmund, qu'elle voit un petit peu comme son futur petit ami. Et on voit que donc, dans cet opéra, les femmes sont un petit peu en lien avec le personnage de Wotan. Soit elles se mettent en travers de son chemin, soit ce sont des adjuvantes, soit elles cherchent à le détruire. Et donc les rôles féminins servent d'une certaine manière de catalyseur. Mais aussi dans le contexte de cette malédiction de l'anneau, en fait, les femmes interagissent en fonction un petit peu des actions des hommes.
vous avez mentionné votre futur petit ami. Pour éclaircir un petit peu la situation pour les personnes qui ne connaîtraient pas donc, la suite, est-ce que, Stanislas ou Tamara, vous pourriez donc préciser un petit peu les choses quant à ce personnage qui n'a pas encore de nom, dont nous n'avons pas mentionné le nom? Go for it, it's your ID. I was like, the hardest part about the ring. The ring itself is built not only upon Norse mythology, but also on German's oldest poem, kind of like the Iliad, but what is it, the Eddas or something like that? Yeah, Edda. And so it's a mixture of stories, and our modern sentiments about familial congress or intimacy is a wee bit different than back then. So you have twins who fall in love and have a son, and then I get put to sleep for a long time until he comes of age. We never really know how old he is, which is also a problem. And then when she wakes up, she sees her boyfriend and she tells him, "Oh, I've been waiting for you. I've been protecting you my whole life," which is so weird. And then in the last opera, a whole bunch of stuff from the epic poem is more the plot of that opera. The first three feel a bit more Norse. So yeah, it's confusing, and but I think if you read any of the old poems and stories, the Iliad, the Odyssey, any of that stuff, it's all weird. So there's a little less magic, I feel, in The Ring than other stories, but it's still there. The ring itself is a curse and a metaphor for, ruining the world. So yeah, it's weird, but to another time or another culture or language barrier, it's totally normal, I guess. It's like Game of Thrones. They did the same thing. Yeah. Alors donc ce cycle de l'anneau des Nibelungen tire sa matière de la mythologie nordique, mais aussi d'un des plus anciens poèmes allemands ou germaniques, l'Eddas, c'est ça? Edda. Donc on a ce mélange de plusieurs récits et on voit bien que selon notre sensibilité moderne, la notion d'intimité familiale est assez différente de celle qui est décrite dans ce cycle, puisqu'on a notamment un frère et une sœur jumelles qui tombent amoureux et qui donnent naissance à un fils. Quant à moi, je suis endormie, on m'endort, et je me réveille des années plus tard lorsque ce fils a l'âge nécessaire pour une relation. Bon, on ne sait pas exactement quel âge il a, ce qui est aussi un problème. Et donc le personnage de Brunhild se réveille et dit à ce fils « Je t'ai attendu toute ma vie, je t'ai protégé », ce qui peut aussi être vu comme un petit peu étrange. Donc ici, c'est le sujet principal du dernier opéra du cycle qui se centre sur cette relation, là où les trois premiers opéras s'inspiraient principalement de la mythologie nordique. Donc c'est une vision des choses qui peut être assez déstabilisante, mais lorsqu'on relit l'Iliade ou l'Odyssée, tous les textes qui ont fondé nos civilisations, il y a aussi cette dimension d'étrangeté.
Donc la magie est un petit peu moins présente dans le cycle de l'anneau des Nibelungen. Néanmoins, il y a tout de même cette malédiction qui peut être vue comme une forme de métaphore pour la destruction du monde. Et on voit bien cet écart culturel et temporel. Mais c'est des choses qui pouvaient être vues comme parfaitement normales et qu'on retrouve par exemple dans des œuvres telles que Game of Thrones, par exemple. Alors pour les personnes qui assisteront à la Valkyrie et qui peut-être la saison précédente ont entendu L'Or du Rhin, ils noteront donc une différence assez flagrante dans la matière à la fois donc, musicale et théâtrale. Avec L'Or du Rhin, donc, on était avec quelque chose de très qui s'apparente vraiment au théâtre, là où la Valkyrie est davantage lyrique. Alors, il y a notamment chez Sigmund une grande dimension mélodique. On a, je crois, deux thèmes assez différents. Hein, mais... Le thème rattaché à Nothung, l'épée, et ensuite donc le chant du printemps. Auf Linden Lüften leicht und lieblich, Wunderweben, wer sich wiegt. Donc Stanislas, je vais vous demander de chanter Wintersturm. Ah, bah, pourquoi pas. Vous nous feriez très plaisir. Non, alors avant cela, parce que je suis sûre que ça viendra, mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler, expliquer un peu la dimension à la fois héroïque et sentimentale des lignes de Sigmund? Sigmund, vocalement, est très complet, car il fait appel à beaucoup de couleurs et beaucoup de degrés d'intensité vocale aussi. Quand on m'a proposé ce rôle, j'avais dans mon imaginaire de musicien un truc, un peu une montagne insurmontable, de puissance sonore, d'efficacité vocale, etc. C'est vrai qu'on en a besoin, évidemment, parce qu'il y a un matériel et un instrumentarium énorme. Il y a beaucoup de gens dans l'orchestre. On est x2 par rapport au x2,5 par rapport à Mozart, par exemple, évidemment. Mais donc voilà, il y a une efficacité aussi par moment due à l'écriture héroïque. Mais ça vient simplement en fait à la fin du premier acte, par exemple, pour Sigmund. Wintersturm, pour moi, lors de la découverte de la partition, est à appréhender comme un lead. Voilà, donc il faut aussi découvrir, moi ça a été ma curiosité d'interprète aussi, de me dire ah mais attends, mais en fait là il y a plein de pianos, là l'orchestre quand on prend la partition et le conducteur, en fait, alors oui il y a beaucoup d'instruments, mais en fait c'est très chambriste comme écriture. Évidemment il y a beaucoup de choses aussi qui dépeignent le côté héroïque du personnage, donc bon, il faut y aller, mais la construction est très bien faite dans l'acte 1 notamment, où Sigmund chante tout le temps, où il est là pendant presque 70-60 minutes. Donc il y a tous ces tous ces passages de parler chanter, où il évoque ses traumatismes, son histoire, son enfance, les clans, la perte de sa sœur, la mort de sa mère, etc. Donc tout ça est à exploiter d'une façon très simple sur le texte, qui est très dense, donc c'est pas une mince affaire au niveau de l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est un personnage très lyrique et fascinant. Et puis le passage du deuxième acte, parce que souvent, oh c'est bon, Sigmund il a rien dans le deuxième acte, tu as tout à chanter au premier acte, après c'est les vacances, mais pas du tout. Pas du tout, parce que le deuxième acte est d'une sensibilité
incroyable. Et la couleur, justement, de Siegmund au moment du duo avec Brunhilde, notamment, est très grave. C'est une écriture très, très barytonnante, carrément barytonnante d'ailleurs, très lyrique. Et si on parle d'un point de vue un peu technique pour un chanteur, après avoir fini le premier acte sur des notes très héroïques et assez tonitruantes, au niveau de l'engagement aussi physique du chanteur, retrouver ces graves, retrouver une couleur, retrouver une agilité et une souplesse pour faire aussi toute la partie du Zauberfest qui est vraiment un murmure. Mais le murmure chez Wagner implique aussi une intensité physiologique. Donc tout ça est pas une mince affaire, je dois dire, mais c'est tellement intéressant, tellement bien écrit. Franchement, la construction dramaturgique de Siegmund est juste géniale. J'avais pas eu ce sentiment depuis pas mal de temps avec un personnage à l'opéra. C'est vraiment assez fascinant. Quand Wagner a écrit la partition, et donc notamment celle de Siegmund, c'était une époque où en fait il n'y avait pas vraiment d'interprètes spécialisés pour ce répertoire-là. Donc les interprètes du rôle étaient des gens qui maîtrisaient un répertoire, disons, plutôt italianisant. Et là, vous avez mentionné donc, le lead. Est-ce que vous diriez vraiment que le répertoire plutôt italien, peut-être belcantiste, et aussi l'expérience du lead de ce répertoire-là vous aide à le chanter différemment d'un point de vue technique? Est-ce que ces techniques-là apportent pour Siegmund? Oui, tout à fait, parce que c'est important aussi en tout cas moi qui commence à mettre un pied dans ce répertoire, j'ai aussi abordé la notion dont vous parliez du belcantisme aussi. J'ai aussi abordé le rôle d'Eric dans Le Vaisseau fantôme, qui est vraiment pour le coup, l'air d'Eric est vraiment un air de bel canto avec des paroles allemandes. C'est un truc d'où ça sort. C'est vraiment écrit comme ça. Et pour Siegmund, je dirais que ce qui est assez beau et assez grisant quand on interprète sur scène et que la magie se passe, c'est de proposer aussi ça. C'est de proposer à une fosse avec tant de personnes et un chef la magie de la musique de chambre qui peut intervenir comme elle est écrite dans Wagner. Et ça crée des moments, des silences assez magiques, parce qu'après une vague sonore, on a tout à coup cette qualité des timbres. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mettre un pied là-dedans avec aussi une lecture un peu, je dirais, naïvement nouvelle, parce que je mets un pied dedans, je sais à quoi on peut s'attendre aussi des interprètes là-dedans, et en même temps, j'ai envie d'apporter aussi mon univers mozartien de chanteur de récital, de lead, etc., qui m'a beaucoup apporté jusqu'à maintenant en tant qu'interprète. Ça me nourrit beaucoup. Donc voilà, c'est une expérience de vie et de musique très, très enrichissante. Can I say something? The idea of a Wagnerian singer is something very much new in the past century and this century. When Wagner was writing for singers, they were bel canto singers. So yes, we have to compete with a lot more people, but that's why he built his special theater so that they were underneath the stage. So it's different when we're singing it in other theaters. It feels harder, but yes, you're right, it's chamber music. It's literally just like a normal bel canto opera, just with a lot of harps. But I want to say something about his singing. The first time I heard you on our tour, oh my God, I was amazed. It's so gorgeous. You've heard... No pressure for tomorrow, thank you. No, pardon. You've heard Wagnerian tenors. We've all heard Wagnerian tenors.
some of them are loud, some of them are pretty. This man is both. It's a gorgeous sound, and it really makes you feel for Sigmund. And it's just, I think you're amazing, and I just wanted to say that. Thank you. That's good. You too, darling. Alors, par rapport à cette idée de chanteur wagnérien, je voulais préciser que c'est quelque chose qui est très récent, peut-être le siècle actuel ou au siècle dernier. Et à l'époque où Wagner écrivait, il écrivait surtout pour des interprètes de bel canto, dans ce théâtre construit un petit peu spécialement pour que les interprètes soient situés en dessous de la scène. Donc il y a cette dimension de musique de chambre. Et à propos de votre interprétation, je dois dire que la première fois que je vous ai entendu chanter, j'ai été absolument éblouie. J'ai trouvé votre interprétation magnifique. Alors, on a l'habitude des ténors wagnériens. Parfois, ils chantent très fort. Parfois, l'interprétation est plutôt belle. Mais vous arrivez à combiner ces deux aspects. Et le résultat est proprement magnifique. Et on ressent vraiment les émotions de Sigmund. Merci. Je dois dire qu'elle est pas mal non plus, mais après ça à faire... Bon, je me permets de dire que vous êtes tous les deux fantastiques. Ça décoiffe, ouais. Oui, ça décoiffe. Je parle d'elle, pas de moi, ce serait terriblement prétentieux. Non. Ça décoiffe. Tant d'un point de vue vocal que scénique, que théâtral, vous êtes tous les deux assez extraordinaires, particulièrement convaincants. Donc, la Valkyrie est du cycle de l'anneau du Nibelung certainement le plus connu et peut-être l'opéra le plus connu de tous ceux que Wagner a composé, et cela notamment grâce à la chevauchée des Valkyries et des appels. On va écouter les deux. Voilà, donc ce sont deux extraits qui sont évidemment très, très connus, qui ont été récupérés par l'univers cinématographique, les réalisateurs, les publicitaires, la chevauchée des Valkyries a été et continue d'être citée très, très, très largement. Mais on en oublie peut-être un petit peu le sens dramaturgique. Est-ce que Tamara, vous pourriez nous dire ce qu'il y a derrière en fait cette chevauchée et ces appels? Et concernant les appels, nous les analyser un petit peu, expliquer quelle est la technique nécessaire. Praying? The technique to perform these, it's interesting. When I first learned the ride, I was like, oh, this is a lot simpler than I thought it was, because we put so much pressure on it. And then something happens to your brain in the 4 or 5 measures before you start, and your adrenaline goes through your whole body, and it makes everything hard, because you haven't had a warm-up into it. It's your very first thing you sing. So I have to be in my practice room 2 hours before the show, warming up a lot sooner, to make it feel like I've been in a show before I start. And then once that is over, everything's easy. And then for the other Valkyries,
it's the same thing for them. It's the first thing they have to sing too. And so there's an anticipation and an adrenaline dump to make it right and make it good and make it exciting, all the while trying not to get so excited that you're shouting, which is easy to do, because it still has to be sung well. And I hope I do that tomorrow. Thanks. But yeah. La technique, c'est de prier. La première fois que j'ai dû apprendre la chevauchée des Valkyries, de prime abord, je me suis dit c'est beaucoup plus simple que ce que je m'imaginais, puisqu'on a tendance à mettre tellement de pression sur ce passage précis. Sauf qu'il y a cette dimension d'anticipation. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau pendant les 4 ou 5 mesures avant le début de ce passage, où on a un pic d'adrénaline énorme. Et donc, comme c'est la première chose qu'on chante, on ne peut pas échauffer sa voix au cours de la représentation. Donc, il y a tout un travail en amont dans une salle d'entraînement, dans les coulisses, où je dois vraiment chauffer ma voix environ 2 heures avant la représentation pour pouvoir aborder le début, cette entrée, cette entame de façon convaincante. Et une fois qu'on a cette entame, tout le reste paraît simple. Et c'est la même chose pour les autres Valkyries, puisque c'est le premier passage qu'elles doivent chanter. Donc, il y a cette dimension d'adrénaline qui doit être prise en compte pour que ce soit à la fois une source d'exaltation, mais il ne faut pas être trop exalté pour ne pas crier, en fait. Il faut que ça reste un chant qui soit harmonieux, même si ça doit être puissant, évidemment. Alors, ce passage-là, cette chevauchée mise à part, vous m'aviez expliqué, Tamara, lors d'un de nos précédents échanges, qu'il s'agissait pour vous, Brunhilde, d'un rôle qui était assez bas. En tout cas, la Brunhilde de la Valkyrie. Alors, comme nous allons vous entendre cette saison dans chanter la Brunhilde de Siegfried, est-ce que vous pourriez expliquer l'évolution vocale du rôle entre Valkyr et Siegfried? It's written in a way that you can sing it back to back to back to back in the days when you do a full ring cycle. So I think what Wagner was doing is making sure that Valkyrie is a warm-up into Götterdämmerung, because Götterdämmerung is powerhouse soprano singing for the whole night. It's a lot of singing. So the beginning of Valkyrie, you have the high notes, but they're written in a way, they're only 8th notes. They're very short. I sing them a little longer, just to get some singing on them. And then everything after that in the Wotan duet is little responses, very small sentences, nothing big singing. It could just be spoken. It's not important vocally or melodically. It's just to respond to him. And then I get to sing lyrically again when I sing our duet with Siegmund. But it's also very low. It's more of a mezzo part at that point. And then at the very end, I say the last 3 pages finally start to feel like my normal soprano voice again. So that's that. I'll let you do that part first, and then I'll go to Siegfried. Alors, donc, tout d'abord, donc quand on joue tout le cycle de l'anneau, on est censé pouvoir interpréter ces rôles en succession, donc sans qu'il y ait d'interruption. Et donc là, dans la Valkyrie, c'est vraiment une forme d'échauffement qui mène vers les autres opéras du cycle. Et donc, il y a cette dimension de montée en puissance
Et je commence avec des notes qui sont très hautes, mais également très courtes. Alors j'ai un peu tendance à les allonger justement pour avoir cette dimension de chant et de mélodie. Et ensuite, il y a le duo avec Wotan, et là, j'interprète plutôt des courtes réponses qui pourraient presque être parlées et qui ne sont pas aussi importantes du point de vue vocal ou mélodique. Puis par la suite, on a de nouveau cette dimension lyrique, notamment avec le duo avec Sigmund, mais ça reste une tessiture très basse qui est proche d'une mezzo. Et enfin, ce n'est qu'à la fin, lors des 3 dernières pages, que je peux de nouveau interpréter le rôle avec ma voix de soprano normale. And then in Siegfried, she only comes in at the very last 25 minutes of the show. She is awakened, and it's all normal soprano range. And at least for me, some Wagnerian sopranos really sit lower. I don't. I like to sit higher. And she has some high Cs, and there's a lot more above the staff singing. And it's a lot more lyric. She finally gets the pretty melodies that Sieglinde has in this opera. And that's the thing. I think in Valkyrie, while she's a god, she doesn't get very memorable lines other than the call, other than the ride. That's the important one, because she's still that warrior. And it's not until she starts to change into feeling more love, feeling more human, that she gets more melodic singing. And then in Siegfried, when she's awakened, it's very melodic singing. So yeah, for the next 2 shows, those are the main differences. Dans Siegfried, j'interviens pendant les 25 dernières minutes de la représentation, à partir du moment où Brunhild est réveillée. Et donc, dans cet opéra, je suis vraiment dans mon registre de soprano normal. Donc, il y a des sopranos qui ont tendance à prendre ce passage un petit peu bas, mais moi, j'aime bien le prendre un petit peu haut et vraiment aller chercher vers les hauteurs et les aigus. Et donc là, dans ce moment-là, on a cette dimension lyrique et ces mélodies qui sont très, très jolies, que dans la Valkyrie, qui dans la Valkyrie sont plutôt attribuées à Sieglinde. Dans la Valkyrie, Brunhild, c'est une figure de déesse et elle a assez peu finalement de passages mémorables, si ce n'est les appels et évidemment la chevauchée. Et c'est uniquement une fois qu'elle intervient en tant que personnage humain qui est capable de ressentir de l'amour qu'elle a accès à ce registre plus mélodique, une fois que dans Siegfried, elle se réveille. Alors, il y a bien sûr la musique écrite par Wagner, mais il y a aussi la musique de la langue, la musicalité propre à la langue allemande. J'aimerais savoir, vous posez la question à tous les deux, quel est votre rapport à la langue, à l'allemand wagnérien, qui n'a rien à voir avec l'allemand que l'on peut parler aujourd'hui, que l'allemand... C'est vrai que l'allemand dans les livrets de Wagner est très spécifique, voire compliqué et extrêmement dense. Donc c'est vrai que pour les interprètes, en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, ça me demande beaucoup de temps de digestion. Parce qu'il y a un gros travail, ce qu'on appelle le travail à la table, de traduction, de compréhension, ensuite de répétition avec des coachs de langue spécifiques pour ne pas se tromper, parce qu'en plus, les Wagnériens aiment bien que la langue parlée allemande soit bien chantée avec toutes les spécificités indiquées. Donc on se doit de redoubler d'efforts, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, on aime bien aussi que les interprètes chantent bien en français, etc. etc. Donc ça fait partie du job, mais c'est un gros travail. C'est un gros travail. On a beaucoup d'heures de coaching de langue
notamment, bon, on arrive prêt, hein, non, on est censé arriver prêt, donc moi j'arrive prêt, mais on a quand même aussi la réalité de l'interprète qui fait qu'à cause d'une mise en scène, à cause de mouvements, à cause d'un état de forme, à cause de plein de choses, quand on est en live en train d'interpréter un personnage, au bout d'un moment, c'est vrai que la qualité de la langue et de la phonation des choses peut passer au second plan parce qu'on a des réalités aussi de chanteurs, etc. Donc il y a toujours aussi des coachs de langue qui sont présents pour nous ramener aussi à la table, on dit ben voilà, effectivement, là j'ai remarqué, tu es un peu loin, tu machin, donc peut-être insiste sur cette première consonne, laisse tomber un petit peu, ne fais pas une noire, fais une croche, insiste sur toi. Donc ça c'est tout notre travail qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a une densité de texte très importante. Moi j'ai eu la chance d'étudier l'allemand à l'école, au collège, etc., au lycée. J'ai chanté la plupart de mon répertoire est aussi chanté en allemand, donc c'est une langue que j'apprivoise de plus en plus. Mais en découvrant Wagner, je me suis dit là, il y a du taf. For me, because my first major role that I learned was Isolde, I realized right away how different German was in other operas versus Wagnerian operas. German in Strauss and Mozart are sentences that make sense. They are written in a way that makes a normal sentence. And then because Wagner wrote his own libretti, he was very specific about how he wanted things. And I think personally to an English speaker, I would liken Wagnerian operas as a Shakespeare play to normal modern English as Wagner is to normal German. And the reason I found this out is because when I first tried to memorize Isolde, I was like, none of these words are sticking in my head. Why? They don't make any sense. And they're either so high poetically or it feels more like an old poem, like old German, that it's not an immediate thing. Plus, your monologues are 20 minutes long. You're not having a dialogue with another person on stage. You have to memorize in a way that is very different than other operas. I came from Verdi my whole life, so it was aria, duet, trio, finale. Next act, aria, duet, trio, finale, all the time. So you knew the structure of the opera a lot better because of Wagner's prose and how long it is. It's a completely different way to study, to learn the role. It takes a lot longer than normal. And while you're actually rehearsing it, your brain has maybe 4 or 5 hours of good work, and then it's done. It can't do anymore, and you have to restart your engine every day. So it's tiring mentally, not just vocally. Alors, comme le premier rôle sur lequel j'ai travaillé, c'est le rôle de Isolde, j'ai pu tout de suite me rendre compte qu'il y avait une énorme différence entre les autres opéras en allemand, tels que dans les œuvres de Strauss ou de Mozart, puisque chez Strauss et Mozart, les phrases ont du sens. Alors que Wagner, puisque Wagner écrivait ses propres livrets, il avait à cœur d'avoir une langue qui est très spécifique, très précise. Et l'image qui me vient en tant qu'anglophone, ce serait l'image de l'anglais shakespearien. Le rapport entre l'allemand contemporain et l'allemand de Wagner, c'est un peu entre l'anglais contemporain et l'anglais shakespearien. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur à mémoriser. Lorsque j'essayais de m'y atteler, j'avais l'impression de ne rien retenir. Et ça vient en partie de la dimension très soutenue, très poétique, mais aussi évidemment de la dimension... ça s'appuie sur une matière qui est assez ancienne. Et c'est aussi dû au fait que Wagner procède par monologue qui dure environ 20 minutes. Donc c'est très difficile à mémoriser.
Auparavant, j'avais beaucoup travaillé sur Verdi, où il y a cette structure qui se répète dans chaque acte. Donc on a l'aria, le duo, le trio et le final. Et cette structure se répète dans chaque acte. Donc la structure est assez prévisible, ce qui n'est pas du tout le cas dans la prose de Wagner, ce qui rend le travail d'étude du texte complètement différent et bien plus long. Et ce qui peut être assez frustrant, c'est que lorsqu'on travaille la langue, on peut partir du principe qu'une fois qu'on a travaillé le texte, on a 4 ou 5 heures où on peut mobiliser ce texte de façon efficace. Et ensuite, c'est terminé. Il faut redémarrer le moteur et recommencer la fois suivante pour se remettre en route. Alors, on ne va rien spoiler de la production de Calixto Bieto, dont la première est demain, mais je vais quand même vous demander de me parler du travail sur cette production. Et pouvez-vous nous dire nous faire part de ce que Calixto Bieto vous a dit quand il vous a présenté le projet et qu'avait-il en tête? Comment les répétitions ont été orientées? Moi, c'est toujours une question un peu difficile parce qu'on a envie de donner des détails, mais en même temps, on ne peut pas les donner. En tout cas, en tant que Stanislas qui arrive en répète et qui découvre un univers, une vision, etc., moi, j'ai tout de suite senti qu'il nous laissait libres de naviguer dans un imaginaire qui est le sien, évidemment. C'est une proposition artistique avec un décor, avec une vision, avec de la projection, avec des lumières, avec quelque chose de visuellement très moderne, dans lequel on doit raconter une histoire. Évidemment, Calixto nous a dit, vous êtes des interprètes, il savait un peu d'où on venait, qui on était, qu'on avait déjà évolué dans ces personnages, tous. Donc on arrive aussi avec... pas notre idée, parce qu'on doit être à la disposition aussi d'un metteur en scène, mais en tout cas une histoire déjà vécue avec d'autres metteurs en scène, d'autres chefs, avec notre travail personnel, etc. Et j'ai trouvé qu'il nous a guidés dans une exploration libre de son décor, de sa vision, et laisser place à un travail, en tout cas dans les premiers jours, d'improvisation par rapport aux éléments de décor, de s'imprégner aussi de ce qu'on avait autour de nous, de dire, ah bah tiens, là il y a ça, ah tiens, là il y a un costume, ah tiens, là il y a un masque à gaz, ah tiens, là il y a un fauteuil, qu'est-ce que c'est, comment tu le perçois, vas-y, joue, prends-le, avec ton... Voilà. Donc c'était un travail aussi théâtral très intéressant, et moi ça m'a beaucoup plu, parce que j'aime bien aussi explorer dans l'impro pour donner un sketch, c'est-à-dire un tracé, et ensuite, grâce à ces éléments, découvrir aussi à travers la musique et son œil à lui, comment je peux nourrir Zygmunt là-dedans, l'interaction avec mes collègues et les autres personnages de l'opéra. Donc moi j'avais une aire de jeu, c'est comme ça que je l'ai vécu, et je me suis amusé là-dedans. I worked with Calixto once before, and the very first day that you're in rehearsal, you're in a sort of costume already, so you already feel like you're the character. He wants to put you in performance mode immediately. Typically, if you don't know this, opera productions, singers kind of have a pattern for first couple of rehearsals. You're marking, you're doing kind of, oh, let's test things out, you know, blah, 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 blah. And then you start, you start adding intensity when you get closer to on stage. Calixto wants intensity every time you sing, every rehearsal. So it's a different way to rehearse. And he gives you, like you said, he gives you goalposts where he'll say, you come in here, you're gonna fight with him at this point, and then end up here. And then everything is improvised at the beginning. So to some singers, that's terrifying, because some singers are very much, I need to know where to go for every sentence so I can memorize how I'm going to do this.
Calixto wants actors who also sing. So he makes sure that everybody is doing everything from an emotional, what's the word I want to use? Like, thank you, merci. Impulse? Le même? Non? C'est un différent mot dans français? What's impulse? Impulse. It's always the same. It's always the words that are the same word. Yeah, he wants to see how your brain thinks of that character. And then he starts to add other little things. He'll come up to you afterwards and say, keep this, change this. He'll say, like, from our pré-général to the général, he was like, beat up Wotan. And they're like, okay. You know, so like those are you get very little directions, but it changes everything that you do. Alors j'avais déjà travaillé avec Calixto auparavant. Et la façon dont il travaille, c'est que au premier jour des répétitions, on est déjà en costume pour s'imprégner un petit peu du personnage et déjà avoir avec soi quelque chose de la représentation. Pour ce qui est peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les chanteurs d'opéra, généralement, il y a un schéma qui est toujours un petit peu le même. Pendant les premières répétitions, on prend des repères, on essaye des choses. Et on a cette montée en puissance qui est graduelle. Avec Calixto, il avait vraiment cette exigence d'intensité à chaque répétition et à chaque fois qu'on se met à chanter. Donc il y avait évidemment des points de rencontre, des repères dans la mise en scène. Par exemple, je savais que je devais entrer en scène, me battre et terminer à tel endroit de la scène. Mais il laisse tout de même la place à l'improvisation. Et donc cette improvisation, elle peut être absolument terrifiante pour certains chanteurs et chanteuses. Mais il insiste vraiment sur le fait qu'il veut des acteurs et actrices qui sont capables de chanter, donc en insistant sur la dimension d'acteurs et d'actrices. Et il a vraiment à cœur de rechercher cette pulsion, cette impulsion émotionnelle dans notre travail. Et au fur et à mesure, il ajoute des petits éléments, notamment dans la pré-générale, dans la générale. Donc il va donner des indications de type il faut que tu roues Wotan de coups, que tu le frappes. Et je dis d'accord. Et évidemment, une fois qu'on se lance là-dedans, ça change un petit peu tout en scène. Il nous reste un petit quart d'heure pour que vous puissiez poser vos questions à Tamara et Stanislas. Bon, je vais circuler avec un micro. N'hésitez pas à vous manifester. Bonsoir et merci beaucoup. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez, Stanislas, sur quand vous arrivez, vous dites on est prêt. Ça veut dire quoi exactement? Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai que nous on a l'habitude et c'est vrai qu'il faut être un petit peu pédagogue aussi pour expliquer ce que c'est que le monde des chanteurs avant d'arriver en production. Et en fait, c'est un travail de longue haleine parce que, par exemple, Zygmunt, moi, ça m'a demandé, alors pas tous les jours, 6 heures par jour, évidemment, mais afin d'arriver prêt, c'est-à-dire qu'à l'opéra, on nous demande d'arriver par cœur pour la première répétition, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'être là, à disposition du chef et du metteur en scène, en connaissant notre musique par cœur. Et ça implique de connaître aussi celle des autres, pas que son rôle. Donc vous imaginez que sur un opéra comme La Valkyrie, où il y a à peu près 3h45 ou 4 heures de musique pure, je crois, c'est épais, quoi. Et c'est pas le plus long chez Wagner. Mais donc c'est tout ce travail de préparation. Moi, j'ai eu des occasions aussi de tester mon par cœur, de mettre le rôle dans la voix avec des concerts, comme je disais tout à l'heure. Souvent, on fait l'acte 1 en concert. De La Valkyrie avec une œuvre symphonique après ou une autre partie ou le postlude de Parsifal et des choses comme ça. Donc j'ai eu cette occasion de le faire aussi avec partition en concert, la totalité du rôle. Donc ça c'est tout des moyens qui dans le travail de préparation, mais le vrai travail à la table de par cœur, moi ça m'a pris entre 6 et 7 mois de travail quand même pour digérer et apprendre le rôle.
Bonsoir, j'ai une question pour Stanislas. Vous avez mentionné tout à l'heure pour le deuxième acte. Alors je crois que j'ai entendu le mot Zauberfest et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, donc je voulais en savoir un petit peu plus. Alors c'est une partie qui arrive après notre duo avec Brunhilde, où je suis auprès de Sieglinde, et c'est une évocation un petit peu poétique du moment en disant ah, moi j'ai envie de rester là, j'ai envie de rester avec toi, donc je vais faire ce sacrifice, je n'ai pas du tout envie de partir. Et donc c'est vraiment comment je pourrais comparer ça à quoi d'autre. C'est un moment de relâche émotionnel aussi en tant qu'interprète, hein, où je sais que c'est la fin pour moi du rôle, et où je dois mettre un peu 100% de mon énergie dans une page, ouais, c'est une page, où tout est écrit médium, très grave, tout est piano, c'est accompagné chamber music complètement à l'orchestre. Donc c'est un moment de murmure extrêmement intense. Donc c'est très difficile à trouver, surtout qu'on a déjà 2h15 de musique dans les pattes. Notre scène est un peu physique, donc c'est aussi comment rendre ma fatigue belle. C'est un peu trop poétique ça peut-être. Comment se déroule une séance typique à l'opéra? Une séance, une représentation ou une répétition? Okay. How would you describe a typical day of work at the opera? We start at normally 10, but Calixto made us start at 11. And then we work till 1:30. We have lunch, and then 2:30 to 5:30, and that's kind of every day. We'll focus on one act at a time. Because of how long the acts are, we don't have time to run it a lot, so we do usually just run an act or a major scene in the act, and then get notes. And the next day, we'll probably do the same thing with the new notes. And then kind of do that for a while. Some days we have just music rehearsal. Sometimes we have coachings with our diction person. And then when we get in the theater, we kind of run everything and try not to stop unless something's bad or needs help. Yeah. Alors, une journée de travail typique, on commence à 10h du matin, mais Calixto préfère commencer à 11h. Ensuite, on travaille jusqu'à 1h, 1h30. Ensuite, on déjeune et on reprend le travail de 2h30 jusqu'à 5h tous les jours. Généralement, on travaille sur un acte à la fois ou parfois une longue scène selon la longueur des actes. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail, on a des retours. Et ensuite, après ces retours, le lendemain, on refait la même chose pendant un petit moment. Et il y a certains jours où on a uniquement des répétitions, où on se concentre sur la musique. Et parfois, on a un travail de coaching sur la diction ou la langue. Et puis, à la fin, on fait une série de filages où on ne s'arrête pas, sauf s'il y a vraiment un gros problème. Merci pour la question. Est-ce que je peux compléter juste le schéma un petit peu général, si tu veux, pour une nouvelle production comme c'est le cas de la Valkyrie, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on fait cette mise en scène proposée par Calixto notamment. Il y a une première rencontre, on nous présente le projet. Ensuite, il y a toute la partie, genre 2-3 semaines, qui sont ce qu'on appelle des scènes piano. Ce sont les répétitions du metteur en scène, donc le chef peut être présent ou pas présent avec son assistant. Il y a un piano, on répète, on fait de la construction scénique, on réfléchit, on parle des personnages, etc. C'est en gros 2-3 semaines. Arrive ensuite ce qu'on appelle les italiennes. Ce sont des répétitions orchestre, soliste, chœur quand il y en a. C'est uniquement les répétitions du chef, c'est-à-dire qu'on fait tout avec l'orchestre. C'est la première rencontre musicale. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les scènes orchestres, une générale piano qui appartient encore au metteur en scène
pour la première fois, nous avons les costumes, les lumières en conditions de spectacle, mais accompagnés en fosse sur la grande scène avec un pianiste. Et ensuite, nous avons les scènes orchestres. Ce sont les répétitions pour le chef. Donc, nous faisons notre mise en scène en conditions, mais ce n'est plus trop ces répétitions n'appartiennent plus trop au metteur en scène. Elles sont là pour régler des problèmes de balance avec les chanteurs et la fosse, etc. Et nous aussi de régler des derniers détails avec le set, avec des problèmes d'accessoires, des choses comme ça. Et ensuite, il y a les dernières répétitions que l'on vient de faire, pré-générale, conditions de spectacle, et générale, public, conditions de spectacle. Donc il y a des répétitions qui appartiennent aux metteurs en scène, des répétitions qui appartiennent à nos chefs, et au bout d'un moment, on met tout ça ensemble. Et ce qui est assez dur pour les chanteurs, en fait, c'est de gérer la longueur. Parce qu'on est là depuis 5 semaines, et quand on doit des rôles exigeants, même en général, pour tous les rôles d'opéra, ce qui est difficile, c'est de gérer la longueur des répétitions, pas tomber malade, savoir au moment où il faut être efficace. Voilà, donc ça, on l'apprend avec le temps. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, là, 4 semaines à ce rythme-là, il faut savoir aussi connaître son instrument et se dire comment je vais gérer aussi la fatigue vocale et physique. The first time we sang this, Oh my God. we had 2 rehearsals. That was horrible. Yeah. It was horrible. Yeah. Plus Elsa as well, our Sieglinde. We did in this tour. We had 1 piano rehearsal, 2 orchestra rehearsals, and then the next day was the premiere with a video and documentary. Et on n'était que en prise de rôle. On n'avait jamais chanté de notre vie. Donc ça forge un peu. Parce que bonjour, hop, ça part, orchestre, et le lendemain, concert. C'est des choses qui arrivent. Oui. Bonsoir. J'ai cette chance d'assister souvent à des répétitions et souvent à plusieurs fois des représentations dans la même production. Et c'est la beauté du spectacle vivant, c'est que c'est jamais pareil. Et vous venez d'ailleurs de nous faire remarquer que vous avez encore changé quelque chose à la générale. Alors ma question c'est, est-ce qu'il faut vraiment venir la première ou est-ce qu'il faut venir après ? Because of how long the opera is, there's less time to rehearse the full thing in general compared to other operas. Other operas, you might have run it in the room 2 or 3 times, but because we've had colleagues who have been ill, and Calixto always has new ideas, it's never the same. For this production in particular. So yes, the Générale and the Pré-Générale different. The premiere will feel different. But every production I do of an opera, no show is the same. If you came to every show, they're all different. Because there's a different energy. There might be the same staging, but it's never going to be like watching a movie over and over. Everybody has a different night. Everybody's voice is in a different place or a different time of the month. So there's that, but that's just live theater, which is why it's exciting, I hope. Comme il s'agit d'un opéra très long, on a peut-être eu moins l'occasion de répéter l'opéra dans son intégralité comparé à d'autres opéras qu'on peut filer 3 ou 4 fois. Et avec cette mise en scène, on a eu des collègues qui sont tombés malades. Calixto a toujours de nouvelles idées, donc aucune représentation n'est pareille. Donc la pré-générale était différente de la générale, qui sera différente de la première. Et c'est la même chose pour toutes les mises en scène. Donc chaque représentation est différente, l'énergie peut être différente, même si la mise en scène est la même. Ça n'a rien à voir avec le fait de regarder un film encore et encore. La voix des différents interprètes est différente. Peut-être qu'il y a différents cycles menstruels en jeu. Et c'est précisément ce qui est exaltant et intéressant avec le théâtre et le fait que ce soit un art vivant, un art de la scène. C'est ça qui rend la chose très enthousiasmante.
our first time all the way through the opera with orchestra, doing everything, no stops, was the Prix Général. So to do it twice before opening is all we have. Donc la première fois qu'on a filé tout l'opéra, c'était lors de la pré-générale. Donc on aura fait l'intégralité bout à bout seulement 2 fois avant la première. Stanislas, bonjour. J'ai le plaisir de vous suivre depuis de longues années et vous avez un parcours extraordinaire. Êtes-vous tenté, pensez-vous, à un parcours wagnérien qui irait à Stolzing, bien sûr, auquel on pense tout de suite, à Parsifal, mais je crois que vous en avez déjà parlé, et évidemment à Lohengrin. Je prends les choses un peu... Je suis un peu carpe diem dans la vie. En général, les choses sont venues à moi tout au long de ma petite carrière, là, assez sereinement et naturellement, avec aussi une équipe autour de moi très attentive à l'évolution de ma voix, de mes envies. Donc, jackpot 2 sur 3 de ce que vous avez dit. De ce qui va venir. Voilà, j'y vais lentement mais sûrement. Il y a une chose que j'ai toujours écoutée, une petite voix depuis que j'ai commencé le chant lyrique, qui était une grande découverte pour moi, un peu un coup de foudre. Je voulais pas du tout être chanteur d'opéra. Et quand c'est tombé sur moi, en analysant, découvrant le répertoire, etc., je me suis toujours dit, rentre sur scène et il faut que tu saches le faire. Je me suis jamais mis des défis trop grands. Certains chanteurs ont besoin de ça, certains chanteurs le font. Je trouve ça extrêmement respectable parce que ça permet aussi de se bouger les fesses, hein, de se dire bon, ça c'est peut-être, allez, je vais le tenter et puis ça peut se passer très bien. Moi, c'est pas trop ma philosophie. Donc j'ai besoin de digérer les choses, de les regarder. Et je mets un step in comme ça dans Wagner, mais j'ai vraiment besoin de lire les choses, de les digérer, que ce soit aussi validé par mon coach, premièrement. Voilà, donc il y en a 2 qui vont venir loin, mais oui, ouais, je suis content aussi d'explorer ce répertoire. On ne peut pas tout chanter de toute façon. Je n'ai pas envie de tout chanter non plus. Mais en tout cas, Wagner, pour l'instant, est un univers qui me plaît énormément. Je me permets de suggérer une chose. Votre parcours me fait penser... Vous allez me prendre 10% à bientôt. Un ténor dont on disait qu'il n'était pas du tout wagnérien au départ. C'était Klaus Florian Vogt, en Allemagne, qui chantait avec une voix beaucoup plus légère que la vôtre et dont on n'aurait pas parié un clou qui pouvait faire une grande carrière wagnérienne. Or, petit à petit, au fil des années, il a gravi tous les échelons. Sans doute s'y est-il pris par goût, par culture aussi peut-être, oui. Mais il me semble que vos possibilités et l'évolution de vos possibilités sont largement supérieures à ce qu'il présentait lui-même il y a un certain nombre d'années, quand il en était encore au Steuermann et des choses comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, l'avenir nous le dira. Je suis très admiratif de son travail, premièrement, et de son évolution et aussi de la sagesse qu'il faut avoir quand on est pris aussi dans ce flot de propositions, parce que c'est quand même un peu une caste un peu à part de rentrer dans le monde de Strauss, dans le monde de Wagner, etc. Et quand on trouve une voix, on a envie de l'utiliser beaucoup. Donc moi c'est un peu mon garde-fou justement, et c'est ce que Klaus aussi a su gérer dans sa carrière, c'est-à-dire d'être très demandé et de continuer à être splendide et efficace dans ce qu'il fait. Donc c'est un signe de grande intelligence déjà, je crois. Et chaque voix est différente, et c'est vrai que dans plusieurs répertoires notamment, on peut noter qu'il y a des couleurs que l'on attend, il y a des timbres que l'on perçoit, et puis finalement, non, tiens, d'où il vient celui-là, qu'est-ce qu'il a à proposer? Et ça fonctionne tant que l'instrument est bien conduit et intelligemment guidé dans un répertoire et dans une efficacité. Je crois qu'il n'y a aucun problème pour qu'il y ait des timbres et des textures différentes dans cette appellation de Heldentenor, qui peut avoir plusieurs qualités différentes. Je vais devoir conclure
la rencontre. Merci beaucoup à vous tous du public d'être venus ce soir. Merci pour votre écoute et vos questions. Et un immense merci encore une fois à Tamara et Stanislas. Merci Valentine. Merci Marion. Et donc, vous pouvez assister à la Valkyrie à partir de demain soir sur la scène de l'Opéra Bastille avec un cast exceptionnel. Merci à tous.